Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous espérons que vous êtes tous bien installés pour cette réunion qui se finira vers 11h45. Ce webinaire fait suite à une interview que nous avons réalisée avec BFM Business sur les enjeux des industriels et les solutions pour y faire face. L'intention ici de Meliae est de développer notre vision et bien entendu de pouvoir répondre à des questions plus précises sur ces thématiques. D'ailleurs, nous vous invitons à les poser dans le petit onglet à droite de l'écran portant sur les questions. Nous prendrons le temps d'y répondre à chaque étape de notre exposé. Alors, pour commencer, nous allons nous présenter. Je m'appelle Stéphane Lescure et nous sommes au micro les 5 associés fondateurs du cabinet Meliae Consulting. Il y a donc avec moi Julien Bazus, Raphaël Gondouin, Yvan Gerbaudot et Mathieu Naudin qui s'affiche, mais que vous verrez tout à l'heure. Bon, juste un mot. La spécialité de Meliae, c'est d'améliorer la performance des opérations industrielles et notre raison d'être, c'est de façonner les entreprises leaders de demain. Autrement dit, d'aider les entreprises d'aujourd'hui à se transformer et à s'adapter au monde de demain. Donc, avec nos propres consultants et notre écosystème de start-up et de freelance répartis en régions, nous sommes sur le terrain, aux côtés de nos clients, en leur apportant des compétences à la fois techniques et managériales. Les challenges que nous relevons avec nos clients sont variés. Cela va des démarches classiques de type déploiement du lean management, par exemple, aux actions plus audacieuses et innovantes, par exemple, l'usage du digital pour sécuriser le management des projets complexes ou encore la mise en place d'organisations responsabilisantes. Et puis même dans l'urgence, la mise à disposition de ressources expérimentées pour compléter des équipes chez les clients afin de faire aboutir des projets stratégiques en difficulté. Voilà donc pour faire bref pour la présentation. Alors, concernant à présent l'objet de ce webinaire, je me permets juste au préalable de revenir sur les grands enjeux auxquels doivent faire face les industriels. En effet, dans un monde incertain, le fameux monde VUCA, et là, avec successivement les crises de la Covid-19 puis la guerre en Ukraine, il est difficile de ne pas le constater. Donc, dans ce monde incertain, donc, où tout va vite et s'accélère, les industriels sont confrontés à des défis immenses. Il faut, bien entendu, et c'est la base, fournir des produits de qualité à des prix toujours attractifs. Il faut aussi s'adapter en permanence aux besoins de clients très volatiles. Il faut fidéliser des talents devenus très difficiles à attirer et à garder. Il faut faire face aux exigences de la transition écologique. Il faut même bien souvent faire évoluer les modes de gouvernance pour répondre aux enjeux sociétaux. Bref, des enjeux nombreux et immenses. Et si l'industriel n'y répond pas, il ne peut pas rester compétitif sur son secteur. Et donc, l'objet de ce webinaire est justement de parler des solutions qui permettent de répondre à ces enjeux. Bien entendu, chaque cas est particulier, mais chez Meliae, nous pensons que finalement, il y a 3 grandes solutions, 3 grands leviers à mettre en œuvre pour y arriver. L'un concerne le design de l'outil de production, l'autre le fonctionnement de l'entreprise, et enfin, le dernier concerne la digitalisation de celle-ci. Attention, ces leviers sont les éléments structurants d'une vision systémique, et c'est bien en déployant ces 3 grandes solutions comme un tout que l'industriel pourra rester résilient et compétitif. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu, qui va commencer à partager nos convictions sur le premier levier autour du design et du pilotage de l'outil industriel. Mathieu, c'est à toi. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Mathieu Naudin. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques idées sur comment transformer votre outil industriel pour développer votre compétitivité. Il s'agit de mettre en œuvre les solutions structurelles pour maintenir ou gagner des parts de marché, gagner en efficacité ou améliorer votre performance industrielle. Mais avant de commencer, pourquoi voudriez-vous développer votre performance opérationnelle par la mise en œuvre de solutions structurantes au niveau de votre outil industriel? Donc, sur le slide suivant, ce que j'ai souhaité, c'est vous présenter 2 exemples issus de nos missions. À gauche, il s'agit d'une usine de batterie en France. C'est un projet qui est en cours. C'est un projet d'une très grande complexité.
Il s'agit de développer un outil industriel avec un nouveau process de fabrication qui est à développer et à finaliser, et avec un investissement qui dépasse le milliard d'euros. Alors, comment maîtriser et orchestrer cette complexité avec sa cohorte de spécialistes, d'experts en interaction entre le bâtiment, le process, les aspects réglementaires, les besoins des clients finaux, qui sont des besoins des clients automobiles, alors que rien n'est maîtrisé au démarrage et qu'il y a une course contre la montre pour saisir des parts de marché avant l'arrivée de concurrents d'Asie. À droite, c'est un autre sujet, c'est un autre projet récent. Il s'agit de la filiale d'un groupe international qui réalise 4000 moteurs électriques jour en France dans une usine. C'est un secteur très compétitif. Et la question qui était posée, c'est comment rester compétitif et réactif sur ce marché hyper concurrentiel dans un contexte réglementaire français qui peut avoir l'air de manquer de souplesse. Alors, j'utilise ces 2 points de référence pour illustrer le rôle du design de l'outil industriel pour la performance durable. Le design, globalement, c'est la structure et la performance opérationnelle, c'est la mise en musique, avec un chef d'orchestre pour assurer la cohérence de ces activités. Donc, on peut identifier 4 clés de réussite aujourd'hui, spécifiquement dans le monde VUCA pour un projet industriel et dans notre expérience. D'abord, le design, il doit être centré vraiment sur la création de valeur pour le client, de façon très précise. Il s'agit de prendre du recul et d'évaluer honnêtement les besoins de vos clients. Par exemple, produire X batteries par jour pour les voitures ne suffit pas. Il s'agit de décrire l'offre client avec une grande précision en décrivant les niveaux de qualité attendus, segmenter le mix référence-volume. Dans l'exemple de l'usine de batterie qu'on a vu au slide précédent, en fait, l'attente du client final, c'est d'avoir de l'énergie qui est l'énergie durable. Et donc, l'usine a choisi comme site d'implantation un endroit où ils ont accès à de l'énergie en fait renouvelable, de façon à produire des batteries durables avec de l'énergie renouvelable, en lien avec l'attente des clients. Le deuxième point, c'est mettre en place un design durable. Aujourd'hui, 18% des émissions de CO2 en France sont issues de l'industrie. Et si on parle de l'activité industrielle, en fait, la France est désindustrialisée depuis les années 80. Donc, l'importation des produits fabriqués viennent de l'étranger, ce qui implique des transports, des stockages et bien d'autres étapes. Ça entraîne des émissions bien plus importantes que celles produites sur le territoire. Et d'après une étude de BPI France, 80% des dirigeants interrogés aujourd'hui considèrent que le changement climatique appelle une réaction d'urgence. Il s'agit de construire un outil de production pour les 30 à 50 ans à venir qui est économe, flexible et en prenant en compte l'impact de la supply chain étendue. Troisième point, c'est le point du 4.0 qui se décline dans l'usine, dans la nouvelle usine ou lors du développement d'outils industriels en termes d'automatisation. Donc là, la recommandation aujourd'hui, c'est d'automatiser les processus à faible valeur ajoutée. Par exemple, dans l'exemple des moteurs électriques, il s'agissait de produire des moteurs avec des lead times très courts sur des lots moyens qui sont proches de l'unitaire. La solution est passée par l'automatisation des processus de picking de composants avec un magasin de 20 000 places entièrement automatisé, avec en goods to man, directement interfacé avec la planification de production. Donc, il faut penser aujourd'hui l'automatisation beaucoup plus que juste quelque chose qui permet d'avoir une machine qui fait travailler à votre place, mais aussi comme un levier de réduction de la pénibilité et de la flexibilité. Enfin, et c'est le dernier point, la maîtrise de l'enveloppe d'investissement d'un nouveau site industriel est un vrai challenge. Il y a toujours le risque en fait de voir les coûts, les montants d'investissement déraper fortement dans le temps. C'est un risque qui doit être maîtrisé au sein des projets, dès le démarrage des projets. Pour ce faire, nous, on utilise une méthode 4.0 qui a été développée, mise en œuvre avec notre partenaire Dreamcorp. Voilà. Alors, sur cette base, je vous laisse avec Raphaël pour la mise en musique de la performance opérationnelle. Merci Mathieu et bonjour à tous. Moi, je suis Raphaël Gondouin. Je vous parlais de performance et, comme disait Mathieu, de la mise en musique de ce design industriel. Alors, dans un monde VUCA d'aujourd'hui ou dans celui d'hier qui était peut-être plus stable, la recherche de performance reste un des fondamentaux pour assurer évidemment la pérennité de l'entreprise. Mais d'abord, qu'est-ce que la performance ? On peut déjà la définir comme la capacité à satisfaire pleinement, peut-être même sublimer, le besoin du client pour qu'il vive une véritable expérience consommateur.
Alors, c'est évidemment nécessaire, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. La performance, c'est également une performance humaine, hein. Dans ce cas, on va viser la satisfaction des équipes. C'est une performance sociétale. On va, dans ce cas, viser la satisfaction des parties prenantes de l'entreprise. Et puis, plus que jamais, on va viser une performance environnementale. La neutralité carbone, la protection de l'environnement en sont quelques exemples. Et puis, la conséquence heureuse de toutes ces dimensions de la performance, c'est un autre type de performance et non des moindres, celle qui vient à l'esprit de tous, c'est la performance financière, c'est la bonne rentabilité de l'entreprise. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la performance financière ne pourra être durablement atteinte au détriment des 4 autres dimensions que je vous ai citées précédemment. Pour être performant, l'entreprise doit progresser en continu, faire preuve d'agilité, de frugalité et également se comparer à des repères d'excellence du marché, faire preuve de curiosité. En somme, la performance est le résultat d'un cocktail dont les ingrédients sont assez communs aux entreprises, mais dont les proportions varient d'une entreprise à l'autre. Parmi ces ingrédients, on va retrouver une organisation porteuse de sens. Je laisserai Stéphane et Yvan vous en parler juste après. On va retrouver des flux bien huilés, des process industriels en capacité de répondre aux attentes du client, des processus efficients sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Mathieu l'a évoqué précédemment. On va retrouver un système de pilotage opérationnel de la performance qui va permettre la fluidité de l'information depuis l'atelier jusqu'au directeur général et vice-versa. Je vous en dirai quelques mots juste après. Un autre ingrédient, ce sont les ressources, en particulier les ressources, les matières premières, bien évidemment, qui vont être transformées, les systèmes d'information et la digitalisation qui va avec pour améliorer la productivité et accélérer le flux. Julien vous le présentera juste après. Et puis, bien entendu, autour de tout ça, une équipe, un collectif en charge de mettre du lien et du liant dans tous ces ingrédients et qui sont une des clés de la réussite. Alors, je vous le disais, le système de pilotage opérationnel de la performance est un des éléments clés. Mais qu'est-ce que c'est ? La première chose, c'est qu'il faut se rappeler que l'atteinte de la performance opérationnelle, pour le coup, c'est en grande partie l'apanage des ateliers, c'est-à-dire là où va se créer la valeur pour de vrai, c'est-à-dire là où elle va se concrétiser. Et donc, un des fondamentaux reste le système de pilotage de la performance. Il est constitué d'un certain nombre de briques, comme un pulse, qui viennent s'assembler pour non seulement atteindre le bon niveau de performance cible, mais surtout de le maintenir en adoptant une culture de l'amélioration continue, une culture forte d'intolérance aux écarts, et une attitude surtout de remise en cause permanente et systématique des pratiques pour toujours faire mieux et éliminer les gaspillages. Alors, parmi ces briques, quelles sont-elles ? Alors, il y a une première brique qu'on va appeler peut-être une brique technique, avec dedans le système de pilotage opérationnel en soi, c'est-à-dire les boucles de communication formalisées, ritualisées, entre depuis les opérateurs jusqu'au top management, selon une fréquence définie. Alors, tout à chacun a en tête ce qu'on appelle les AIC, les animations à intervalles courts de performance, à chaque poste, à chaque journée, à chaque semaine. Mais ça va bien au-delà, en intégrant des réunions mensuelles, trimestrielles, annuelles, qui permettent d'opérationnaliser la stratégie de l'entreprise et de s'assurer que cette stratégie est convertie en une performance SQCDME, donc sécurité, qualité, coût, délai, mobilisation des équipes et environnement. C'est l'élément central, indispensable à une réaction rapide dans un environnement mouvant. On pourrait dire on est en quasi temps réel pour faire les ajustements nécessaires. Dans ces briques techniques, on retrouve bien évidemment des tableaux de bord, des indicateurs de résultats, des indicateurs de moyens pour identifier rapidement les écarts de performance à la cible et investir l'énergie là où elle est nécessaire pour réajuster. Un dernier élément de cette brique technique, ou un des derniers, ce sont les standards et les savoir-faire qui permettent de mettre la cale et de toujours avoir le meilleur mode opératoire. Au-delà des briques techniques, on va avoir des briques comportementales. La principale ou une des principales,
c'est la supervision active, c'est-à-dire la posture proactive des managers de proximité, bien évidemment, mais pas uniquement. C'est la présence terrain en support des équipes de l'ensemble de la chaîne managériale pour les rendre autonomes et actrices de leur performance. Ça permet là encore au management de maîtriser le process, les dérives éventuelles, de s'assurer que on gagne le match, qu'on va faire la performance SQCDME prévue et d'être ce qu'on appelle in situ, in vivo, finalement, avec les équipes et leur donner confiance. Parmi les éléments de ces briques comportementales, on retrouve bien évidemment la formation managériale, l'entraînement au management et à l'accompagnement opérationnel terrain, ce qu'on appelle le coaching opérationnel, qui vient finalement aider les managers à progresser, à toujours faire mieux. Et enfin, le dernier élément, c'est le positionnement de l'entreprise, son évaluation de sa maturité à travers des outils tels que des audits de maturité pour se situer, s'évaluer, se comparer et puis se fixer une cible vers les prochaines étapes. Alors tout ça, on le voit bien, c'est un système assez complexe qui n'a pas de solution simple, d'autant moins, j'allais dire, dans un environnement VUCA, mais qui réclame un certain nombre de fondamentaux, un pilotage régulier, un ajustement permanent autour de la performance observée, et puis une organisation agile, plus autonome, qui permette un épanouissement des équipes. Est-ce qu'à ce stade, on a des questions d'ores et déjà? Oui, alors Raphaël, il y a une question sur ce premier chapitre qui est par quoi commencer pour développer la durabilité de l'outil industriel? Alors, je vais peut-être répondre d'abord, puis je te laisse la main après, Raphaël. Donc, en fait, la question de la durabilité, c'est une question sur laquelle tout le monde a envie de progresser aujourd'hui, et beaucoup de gens se demandent effectivement par quoi commencer. Je pense que comme dans toute démarche de progrès, ce qui compte, c'est de commencer à évaluer en fait l'impact environnemental de l'activité industrielle de façon étroite, c'est-à-dire par rapport à un site industriel, mais aussi de façon beaucoup plus large sur l'ensemble du cycle de vie du produit, et de mesurer en fait les impacts, notamment en termes de carbone. Et une fois que ce travail est fait, ça permet d'identifier finalement les impacts principaux et de commencer à mettre en place un plan d'action et un plan de progrès qui permettent de répondre à ces enjeux principaux. Raphaël? Je pense que la durabilité, une des réponses, c'est le Lean, c'est l'excellence opérationnelle. Si on revient sur l'historique du Lean, ça a été développé, cette philosophie a été développée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un monde qui était en pénurie de ressources. Ce qui est aujourd'hui finalement en partie le cas, où on est en train de se rendre compte qu'effectivement les ressources sont limitées. On est dans un monde à ressources finies et non pas à ressources infinies tel qu'on pouvait l'imaginer précédemment. Donc finalement, on est dans une sorte de continuité avec des objectifs légèrement différents et comme tu le disais Mathieu, avec une prise en compte beaucoup plus forte finalement de l'aspect environnemental qu'il y a encore quelques années. Merci. Je vous propose maintenant de passer au chapitre 2, le fonctionnement, avec Stéphane. Oui, merci Mathieu. Donc, je continue avec Yvan sur la deuxième solution, le deuxième levier, le fonctionnement. Donc, dans ce monde toujours volatile et incertain qu'on évoque depuis l'introduction, les entreprises sont soumises à des contraintes toujours plus nombreuses et doivent s'adapter toujours plus vite. Alors, pour y parvenir, cela nécessite pour elles de hisser leur fonctionnement à un haut niveau d'agilité. Alors, malheureusement, nous observons que beaucoup encore rechignent à mener les transformations radicales, en tout cas, qui seraient nécessaires, et préfèrent plutôt le statu quo ou les améliorations sans lendemain, ce qui génère alors des surcoûts, par exemple du contrôle hiérarchique excessif ou des problèmes sociaux récurrents. Selon, par exemple, la société Bain, moins d'une société sur 5 a un modèle opérationnel performant avec un haut niveau d'engagement des collaborateurs. Alors aujourd'hui, il est clair que les modèles d'organisation traditionnels, hiérarchiques, ont atteint leurs limites
ils ne répondent plus aux aspirations des collaborateurs, ils ne favorisent pas la réactivité et l'innovation. Et aujourd'hui, les entreprises résilientes sont celles qui savent vraiment ancrer durablement l'autonomie et la responsabilisation des équipes à tous les niveaux, du sommet hiérarchique aux opérationnels de terrain. Et c'est bien là le deuxième axe des solutions que nous recommandons auprès des industriels, la transformation du fonctionnement. Alors, concernant son fonctionnement, donc, l'entreprise doit s'interroger notamment sur la dimension organisationnelle. L'image du paquebot qui, dans la tempête, a du mal à virer de bord pour passer entre les obstacles, qu'il ne voit d'ailleurs qu'à la dernière minute, est bien la bonne image. Il faut plutôt réembarquer les ressources à bord d'une flottille de navires qui viseront la même destination, mais sauront mieux se faufiler et ainsi passer les obstacles. Alors, tout d'abord, tordons le cou à quelques préjugés. Une organisation responsabilisante ne s'appuie pas sur la multiplication des baby-foot ou des canapés dans les salles de repos. L'autonomie ne veut pas dire indépendance et lâcher prise ne veut pas dire non plus être en vacances au Club Med. Une organisation agile est faite de cellules autonomes qui sont responsables et coordonnées. Et c'est avant tout un fonctionnement où les équipes opérationnelles, c'est-à-dire celles qui réalisent directement la valeur ajoutée pour l'entreprise, sont mobilisées pour apprendre collectivement de leur environnement et pour s'adapter en continu. Il faut entendre derrière le mot mobiliser, être d'une part autorisé à agir et d'autre part avoir les moyens de bien faire, par exemple disposer de l'information et des compétences nécessaires. Alors, pour y parvenir, il faut en général revoir du tout au tout la répartition des rôles et des responsabilités, ainsi que les processus de décision. S'il existe de multiples solutions organisationnelles, le mieux est toujours de trouver une solution sur mesure plutôt que de chercher à plaquer un modèle. Cela se traduit en fait souvent par la création de cellules au sein desquelles les équipes ont tous les moyens pour réaliser en autonomie leur mission, mais aussi pour traiter la majorité des aléas sans faire appel ni à leur manager ni aux fonctions support. Ça pourrait ressembler aux UAP des années 80, mais avec une différence fondamentale. Ce ne sont pas les techniciens des fonctions support que nous réinjectons dans la cellule, mais une partie de leur activité que nous réallouons aux opérateurs. Nous pouvons parler alors d'opérateurs augmentés, à la fois œuvrant sur le process et en même temps en capacité de l'améliorer. Cela se traduit aussi par le repositionnement des managers et des fonctions support. Puisque les cellules sont autonomes et responsables sur les opérations au quotidien, alors les managers et les fonctions support doivent se concentrer sur d'autres actions essentielles, donner du sens, incarner le cap de l'entreprise, anticiper les changements à venir et aussi veiller au bon fonctionnement de ce système organisationnel. En général, les solutions sont techniquement peu complexes. Il ne s'agit pas d'inventer une forme nouvelle à laquelle personne n'aurait jamais pensé. Non, souvent il s'agit de revenir à des formes organisationnelles que l'entreprise a pu connaître au départ, avant que la croissance les contrainte à se transformer, par exemple, souvent en tout cas, en se rigidifiant. L'expérience montre que dans un tel mouvement, il y a des rôles à valeur ajoutée pour tous. Il n'y a bien souvent pas ou peu de casse sociale. La principale difficulté, ce sont les grosses remises en question à gérer, surtout pour ceux au sein de la hiérarchie et des fonctions support qui étaient les seuls dépositaires des autorisations et des compétences. Donc, le principal frein se trouve plutôt de ce côté-ci, et quand celui-ci est levé, tout peut aller très vite. Maintenant, dans le fonctionnement, il y a d'autres aspects, et là, je passe la main à Yvan. Merci Stéphane et bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, pour accompagner cette transformation organisationnelle dont parlait Stéphane à l'instant, nous voyons bien qu'un des enjeux consiste à accompagner l'encadrement vers des évolutions des postures managériales et pas uniquement l'encadrement de proximité. En effet, les modes organisationnels classiques, issus du taylorisme, mais également certaines de nos croyances ancrées, induisent des pratiques managériales qui ne sont plus adaptées. Par exemple, une organisation qui se construit sur des règles strictes et des contrôles a priori verra ses employés fuir les responsabilités puisque le système est répressif, et cela va conforter alors les dirigeants dans leurs convictions et les incitera encore à renforcer les règles et les contrôles. L'autre exemple plus classique est aussi celui d'un management de proximité qui est choisi et valorisé pour son expertise technique, capable de traiter les problèmes, mais qui risque de s'enfermer dans un rôle de super pompier du quotidien.
Or, ces pratiques que l'on pourrait qualifier de posture haute, si elles peuvent évidemment être efficaces à court terme, génèrent une forme de dépendance des collaborateurs et donc une forme de déresponsabilisation. Par ailleurs, et quels que soient les modes d'organisation, les évolutions sociales, sociétales, voire législatives que nous connaissons exigent le renouvellement de nos pratiques managériales. Donc, tout en veillant au respect d'un cadre clair qui permet de répondre à un besoin croissant d'équité, les managers doivent ainsi faire évoluer leur posture de donneurs d'ordre vers des managers ressources et des leaders porteurs de sens. Pour réussir cette transformation, les entreprises doivent donc non seulement développer des pratiques managériales adaptées, mais aussi et surtout les maintenir dans la durée. Face à cet enjeu, l'écueil serait de ne se tourner que vers la mise en œuvre de formations classiques qui, bien que nécessaires, rencontrent souvent des limites. Il s'agit au contraire d'investir vers des modalités d'action moins classiques, de libérer du temps aux managers afin que ceux-ci puissent déconstruire puis reconstruire ensemble, entre pairs, des repères communs de management. Ainsi, les entreprises en pointe sur ces thématiques sont celles qui mettent en œuvre un bouquet de modalités d'intervention différents et complémentaires. À titre d'exemple, nous pouvons citer la mise en place d'ateliers de co-construction et d'échange sur les repères de management, ce qui permet aux encadrants de partager leurs représentations et de clarifier les attentes en termes de pratique. Ou bien encore l'accompagnement sur le terrain en situation opérationnelle sous la forme de supervision. Ou bien encore la participation à des ateliers de co-développement où il est possible, en confiance, de venir partager une problématique et où des collègues managers viennent t'aider et suggérer des pistes de solutions. On peut aussi penser aux accompagnements plus individualisés comme le coaching et tout ça doit se mettre en place avec un effort d'alignement qui est régulier entre les managers et les fonctions RH sur les principes managériaux attendus et les actes concrets. Alors, plus largement, dans notre environnement instable qui se caractérise par une forte variabilité des ressources, le recrutement est difficile, le marché de l'emploi est en tension, le turnover peut être important. Et dans un secteur industriel qui n'est pas forcément attirant, l'investissement nécessaire à la montée en compétences sur les postes de travail n'est pas toujours au rendez-vous. Or, nous savons que la maîtrise de ces compétences sur les postes de travail est le socle de la véritable performance durable. C'est pour cela que les processus de recrutement, d'intégration et de formation doivent devenir des leviers pour attirer et fidéliser des collaborateurs, particulièrement sur les métiers pénibles. Ainsi, nous observons dans le secteur industriel des pratiques qui sortent des sentiers battus. Par exemple, les sources de recrutement se diversifient. Des entreprises concurrentes vont s'associer pour financer des centres de formation à destination des métiers en pénurie. Des industriels vont investir dans la conception d'outils de formation visuels, digitaux, pour optimiser la montée en compétences sur les postes de travail. Et la disponibilité et les compétences des collaborateurs référents, des tuteurs, vont être dans certaines entreprises reconnus et intégrés dans les organisations du travail. La mise en œuvre de telles solutions est encore souvent poussée par la nécessité d'agir dans une situation de contrainte. Néanmoins, de nombreuses entreprises sont convaincues qu'il s'agit aujourd'hui d'une nécessité pour répondre à des attentes sociales et sociétales de plus en plus fortes et rendre ainsi plus attirant le secteur industriel. Alors, rendre l'usine sexy, ça passe aussi par la digitalisation, et c'est Julien qui vous en parlera dans la séquence suivante, mais nous allons prendre d'abord le temps d'échanger sur vos questions pour y répondre, comme nous l'avons fait précédemment dans la séquence d'avant. Alors, c'est à mon tour de regarder les questions qui sont posées. J'en ai une pour toi, Yvan. Voilà, je la lis telle quelle. Comment inscrire les progrès issus des actions de coaching et d'accompagnement d'équipe dans le temps? Donc, comment pérenniser ce que l'on peut faire avec ces actions d'accompagnement et faire en sorte que ça dure? Ok, merci Stéphane pour cette question. Je pense qu'en fait, la réponse essentielle, en fait, une des pistes essentielles de réflexion par rapport à ça, c'est d'éviter ce qui se fait très classiquement ou trop classiquement, c'est-à-dire de faire un accompagnement managérial one shot. On met en place une formation, on met en place une séquence. C'est un des travaux de l'année, ça dure un temps, et puis on arrête. Et puis pendant les années qui suivent, les mois qui suivent, les années qui suivent, en fait, les managers n'ont plus d'autres occasions de se retrouver ensemble et d'échanger sur ces sujets-là. Pour moi,
la piste, c'est de maintenir dans la durée des modalités d'échange, plutôt sur des cas concrets. Je parlais de co-développement tout à l'heure. Ça, à mon avis, ça peut être une des illustrations qui permet aux managers de continuer à entretenir la flamme et de continuer comme ça à échanger et à progresser sur la durée. Merci Yvan. Alors j'ai encore une autre question, je pense pour toi aussi Yvan. Comment faire pour équilibrer les ressources en hommes et femmes dans l'industrie? Bonne question. Vaste question. Spontanément, comme ça, il y a deux éléments qui me viennent en tête. Je pense que le premier élément, c'est de regarder sur les ateliers, dans les usines, comment, par l'amélioration des conditions de travail et les dimensions ergonomiques, rendre faisable, possible peut-être certaines activités qui pourraient être peut-être à tort réservées à un personnel masculin. Au-delà de ça, je pense qu'en fait, il s'agit plutôt de continuer, d'agir à notre niveau pour changer les mentalités. Je pense par exemple à récemment, lors de la journée de la femme, en fait, certaines entreprises ont partagé sur les réseaux sociaux des vidéos qui mettaient en avant des femmes dans le secteur industriel qui parlaient de leur activité, qui en parlaient avec passion et qui finalement contribuaient à venir changer nos mentalités et apporter un regard différent sur ce sujet-là. D'accord. J'ai peut-être une dernière question. Après, je passe la main à Julien qui patiente dans le. Alors, cette question, je crois qu'elle est pour moi. Elle n'est pas piquée des hannetons. Ces organisations autonomes, les entreprises libérées, etc., ne serait-ce pas plutôt des modes managériales qui vont et viennent? Alors, c'est pas très gentil comme question. Que dire? Alors évidemment, les modes managériels, surtout poussés par les consultants que nous sommes, on ne peut pas y échapper. Et souvent, c'est une manière de décrire, de donner des noms à des choses qui existaient déjà dans le passé. Moi, je dirais qu'il y a quand même un élément clé qui est une tendance de fond, et là, qui est indépendante des modes. C'est justement ce monde VUCA et la conséquence que ça a sur le fonctionnement des entreprises. Le côté imprévisible du futur, la difficulté à faire de la planification stratégique pour les entreprises, tout ça concourt à mettre en difficulté les organisations traditionnelles qui ont été perfectionnées au XXe siècle et qui ont été extrêmement performantes pour répondre à des problématiques de performance économique, performance d'agilité également. Simplement, dans le monde VUCA et imprévisible, il faut être capable d'avoir, comme on le dit dans le titre, un haut niveau d'agilité dans le fonctionnement. Et les organisations, je dirais, traditionnelles, où quelque part, il y a ceux qui réfléchissent et prescrivent le travail et ceux qui l'exécutent, même avec des méthodes d'amélioration continue, etc., ça reste insuffisamment agile pour faire face à la volatilité du monde. Donc, quel que soit le nom les essais qu'on puisse faire, organisation responsabilisante, organisation libérée ou autre, de toute façon, la tendance de fond, à mon sens, ou à notre sens, c'est qu'il y a un retour aux cellules autonomes qui paraît inéluctable au regard de l'évolution des échanges entre les entreprises. Voilà ce que je pourrais répondre. Bon, on passe au troisième volet. On passe la main à Julien. Merci Stéphane, et je suis Julien Bazus, et puis nous allons donc évoquer le volet du digital. Alors, il y a quelques mois, alors que la crise Covid débutait, nous avons été sollicités pour mener à bien une étude sur la transformation digitale dans le secteur de l'industrie française. Et après plusieurs mois de travaux, nous en avons retenu plusieurs enseignements que l'on souhaite partager avec vous aujourd'hui. Alors, le premier est que les entreprises ne sont pas aujourd'hui rentrées véritablement dans une transformation digitale, mais plutôt dans une forme d'outillage de l'amélioration continue par le digital. Et les outils sont nombreux à foisonner. Or, il n'existe quasiment pas, à notre connaissance, d'usine en France qui se soit transformée en profondeur ou construite dans une forme de nouvel état d'esprit 100% digital, contrairement à ce qu'on pourrait observer ailleurs sur la planète. Et je pense à l'Asie en particulier, on voit bien qu'on a une large perspective de transformation qui s'offre à nous. Le deuxième point, il est difficile pour une entreprise, alors que la volonté est là, de choisir les outils pour se lancer. En effet, on assiste à une sorte de feu d'artifice de solutions où il est difficile de se repérer, parfois portés par des startups et pour lesquelles, légitimement, on s'interroge sur les choix à faire et leur solidité. Il est difficile de s'y retrouver, d'opérer des choix sans risque si on n'est pas aiguillé par des spécialistes.
avec une idée reçue que je souhaite balayer, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont à la portée de tous, et financièrement, et techniquement, alors que cela n'était pas forcément le cas il y a encore 4 ou 5 ans. Et puis enfin, un dernier constat, c'est que les entreprises regorgent de données qui ne sont pas assez exploitées, travaillées, corrélées, mises en valeur, ou voire même tout simplement en fait, collectées, alors que ce sont des puits d'informations et d'éventuelles richesses. Bref, on a une potentielle mine d'or sur laquelle on sommeille et dont on n'a pas forcément conscience. Alors, force est de constater que ces éléments sont toujours d'actualité et se sont même accentués en raison des 2 crises que nous venons de vivre et que nous avons évoquées tout à l'heure, la crise Covid et la crise en Europe centrale. D'une part, les supply chains et les dépendances dans le cadre d'un marché mondial sont remises en cause avec un mouvement amorcé et même accéléré de réindustrialisation de notre continent européen, dont la transformation digitale est rendue indispensable pour des raisons de compétitivité. Je rappelle ici l'étude de nos confrères de McKinsey, une entreprise qui réussit sa mutation numérique pourrait potentiellement observer une augmentation brute de son résultat opérationnel de 40%, alors que celles qui ne parviendront pas à s'adapter risquent une réduction de 20% de leur résultat opérationnel. La transformation numérique des processus, c'est 6 à 8% de marge additionnelle. D'autre part, nos modes de fonctionnement ont profondément évolué. L'utilisation du digital est devenue le commun de chacun, les smartphones et les tablettes se sont propagés et le format distanciel est devenu une sorte de banalité de l'entreprise. Il y a encore 2 ans et demi, qui utilisait Teams ? Voyons comment nous sommes réunis ce matin autour de ce webinaire. Alors, le tout dans un marché de l'emploi de plus en plus tendu, où la marque employeur devient un facteur de différenciation pour recruter et surtout garder les talents. Les nouvelles générations de salariés. Alors, je rappelle que depuis 2020, 50% de la population en âge de travailler est née après 1980, cette fameuse génération Y. Eh bien, ces générations sont en attente d'un environnement de travail en adéquation avec leur vie en dehors de l'entreprise. À savoir ne pas laisser le smartphone au vestiaire quand on arrive le matin pour retrouver le papier, le crayon et des logiciels datés en entrant dans nos ateliers de production. Et avec une attente d'accélération des choses, notamment d'action et de prise de décision, comme on pourrait le retrouver par exemple dans le fonctionnement des réseaux sociaux. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, comment s'y prendre ? Je fais le lien tout d'abord avec ce qu'ont dit mes collègues précédemment, et le digital peut s'inscrire comme une continuité du lean. La finalité, d'ailleurs, est la même. Économiser des ressources pour des gains supplémentaires, que ce soit de matière, déplacement, intelligence humaine, écologie, etc. Mais aussi, et surtout, créer des valeurs supplémentaires auxquelles il convient désormais de réfléchir. Quels nouveaux produits ou prestations vendre ? La commercialisation des données devient monnaie courante, traçabilité, suivi de commandes, IoT, réalité augmentée, management visuel digital, maîtrise de production, interfaçage client-fournisseur, analyse croisée, intelligence artificielle, les exemples sont nombreux bien évidemment. Avec cette idée, comme dans Lean, que des basiques et des prérequis sont d'abord à installer. On ne digitalise pas n'importe quoi. La transformation doit s'inscrire dans une vision holistique de l'entreprise, avec d'ailleurs une attention toute particulière à apporter au personnel. On le sait, les nouvelles technologies permettent de décupler les facultés des salariés à condition de leur donner un sens et dans le respect des bonnes pratiques managériales qu'on a évoquées un petit peu plus haut. Le métier doit être au cœur des préoccupations, car c'est là que les transformations majeures s'opèrent. Aujourd'hui, un opérateur correctement outillé est capable de réaliser en quelques minutes le travail que faisait auparavant un ingénieur en plusieurs semaines. D'où l'importance de la conduite du changement, de la définition et de la transformation de nos métiers. Non pas les actuels, non pas ceux imposés par les solutions informatiques, mais bien ceux d'un troisième type qu'il convient de construire sur mesure. Alors, pour conclure, parce que ce sujet est tellement vaste, il est important de rappeler que le point de départ et la maturité digitale de chaque entreprise est différente, bien évidemment, et qu'avant de se lancer dans toute transformation, il convient de correctement s'évaluer et tracer une voie cohérente et porteuse de sens. Merci beaucoup, Julien. Questions ? Je vais me faire le porte-parole des questions, si tu veux bien. Nous avons là ici une question qui est la suivante. La mise en place du digital trouve-t-elle des applications variables en fonction des générations de salariés dans l'entreprise ? Effectivement, les générations de salariés, on en a un petit peu parlé juste auparavant. Alors, peut-être un exemple, parce qu'il est intéressant d'observer que l'appréhension, en fait,
n'est pas linéaire en fonction de l'âge. Nous avons un cas comme ceci pour illustrer ça hein, chez un client, un sujet de management visuel digital où nous avons des quinquagénaires qui sont plus demandeurs de la, génération, de la solution que la jeune génération, parce que plus à l'aise avec des tablettes, parce que plus à l'aise vis-à-vis d'un processus qui a été optimisé et en plus qui est devenu prescriptif, donc qui évite les erreurs. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est de bien dérouler les étapes de la transformation du métier dans l'ordre, les fameuses 6 étapes que l'on connaît bien, les unes après les autres, et dans une logique de relation équilibrée entre les équipes des systèmes d'information et les équipes du métier. C'est ça le facteur clé de succès pour embarquer tout le monde, quel que soit son âge, dans l'entreprise. Merci beaucoup, Julien. Stéphane, je te passe la parole pour la conclusion. Pardon, je reprends la main. Alors, juste peut-être, on est allé, je ne sais pas si on est allé vite, mais en tout cas, on est tout à fait dans le timing. Éventuellement, si quelqu'un d'autre a des questions, on peut, je regarde pas le chat, mais l'onglet questions pour voir si d'autres questions arrivent. On peut peut-être, avant de passer à la conclusion, juste se prendre quelques secondes. Je vois que ça écrit. Julien, je crois qu'il voilà, y a une nouvelle question qui vient d'apparaître pour toi, a priori. Si tu veux bien répondre. Tu es là, Julien? Ah oui, bien sûr. Quel gain peut-on mettre en face d'investissement dans les outils digitaux? Alors, les gains, ils sont de nature diverses et variées. Je veux dire, les gains d'économie, c'est-à-dire toutes les non-valeurs ajoutées que l'on ne va pas créer parce qu'on va avoir un processus qui est plus robuste, qui va être plus prescriptif, qui va empêcher les dérives, qui va permettre de mieux maîtriser la production. Donc ça, c'est plutôt, j'ai envie de dire, le volet défensif. Pour faire l'analogie avec le lean, qu'est-ce que je gagne d'un côté, mais surtout, qu'est-ce que je vais créer de l'autre. Et là, le monde est à explorer, c'est-à-dire qu'en fonction des outils que je vais déployer, qui me permettent de capter davantage de données, qui me permettent d'avoir plus d'informations sur mon process de production ou autre, alors je peux imaginer le commercialiser et demain générer davantage de valeur par rapport à ceci. On sait qu'il y a des enjeux énormes de par notre société sur la traçabilité, suivre les commandes, accélérer les flux, les processus, etc. Et puis après, bien évidemment, comme dans toute démarche d'amélioration et là par le digital, nous pouvons faire des économies de main-d'œuvre qui, comme dans toute démarche vertueuse, il convient de réinvestir pour faire de l'innovation et progresser. Merci Julien. Peut-être une toute dernière question qui vient de s'écrire. Je ne sais pas, je vois qu'il y a le sondage apparaît, mais on n'avait pas tout à fait terminé. En tout cas, laissons le temps de répondre à cette dernière question. Ça concerne, je pense, Yvan, même si c'est lié aux investissements. Alors Yvan, si tu es toujours là, concernant les formations au poste de travail, je ne sais pas si c'est lié au digital ou peut-être à toi, Yvan, mais est-ce que quel budget on peut, il faut, enfin comment en tout cas évaluer le budget pour concevoir un outil de formation au poste de travail pour des conducteurs de ligne, par exemple, dans un atelier de production. Alors Yvan, je ne sais pas si je te cherche. Je vais répondre avec toi parce qu'il y a un petit... Ah, il y a Yvan apparaît par... La question était sur le budget nécessaire pour la mise en place d'une formation un peu globale dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je vais donner une fourchette très très large qui va être pour le coup assez large, mais c'est entre 25 et 250 000 euros. Ça dépend, vous allez me dire ça dépend, ça dépasse, mais ça dépend du nombre de machines sur la ligne et du niveau d'accompagnement et de précision qui est souhaité par l'entreprise sur la conception des modules de formation et bien évidemment la digitalisation qui va à côté. Mais entre 25 KE et 250 KE, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mutualiser ça et de capitaliser ça sur un groupe qui aurait plusieurs sites industriels avec des machines similaires, par exemple. Bon, j'espère que tout le monde a bien entendu parce qu'on a fait ça en parallèle. Alors, on va s'arrêter là. Je crois que nous avons terminé, répondu à toutes les questions. Julien, peut-être, finalement, je te laisse le dernier mot pour conclure. Merci Stéphane. Je ne te rejoins pas
de ton côté. Non, juste dire que le webinaire touche à sa fin et que nous avons été très heureux de partager ce moment avec les internautes qui nous ont suivis. Nous espérons surtout avoir apporté des éclairages intéressants et puis une vision globale par rapport aux enjeux des industriels dans ce monde VUCA dont nous avons beaucoup parlé, sur les solutions bien évidemment à mettre en œuvre pour y faire face. Ce qui est important, et on le disait, n'oublions pas la vision systémique des solutions. Une amélioration seule sans cohérence avec les autres dimensions qu'on a évoquées, a peu de chances de voir ces résultats pérennes, bien évidemment. Nous vous remercions tous pour votre écoute. Et puis, nous espérons également vous revoir pour de prochains webinaires. Alors, avec des plongées peut-être plus en profondeur sur chacune des solutions. Là aussi, nous serons à votre écoute pour savoir quels sont les sujets que vous souhaiterez davantage explorer. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. D'ici là, bon vent à tous. Et merci de bien vouloir répondre au sondage qu'évoquait Stéphane et qui est apparu un petit peu avant la fin pour avoir un retour sur ce webinaire. Bonne journée à tous.